par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Monsieur, grand démarche de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Wangu Radio Télévision. Vous êtes bel et bien dans votre magazine hebdomadaire Grand Angle, une émission de la rédaction centrale de Wangu Télévision qui vous fait revivre toutes les actualités ayant marqué la semaine sur tous les plans, que ce soit avec nos confrères de la presse écrite. Là, je suis en train de vous parler de la revue de presse de la semaine qui nous sera animée cette fois-ci par Pascal Mpanga. Mais aussi, comme d'habitude, nous allons commencer par l'information en express pour enfin chuter par notre grande rubrique décryptage. Par là, nous allons vous parler des 3 sujets qui seront bien sûr sur ces tables et qui feront l'objet de plusieurs interventions des experts en la matière. Comme vous le savez, le mariage FCC Cash ne tient qu'à un fil. Il y a déjà une motion de destitution visant la tête de Jean-Marc Kabunda. Il est bien sûr le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en même temps le président intérimaire de l'IDPS. Donc c'est une motion qui est en gestation déjà à la Chambre basse du Parlement. Quelle analyse à faire bien sûr de la coalition bien sûr FCC Cash. Le deuxième sujet de ces nouveaux numéros des Grands Angles va revenir sur les 17 mai 1997, 17 mai 2020. Cela fait pratiquement 23 ans jour pour jour depuis que Laurent Désiré Kabila avait renversé les pouvoirs de Mobutu. C'était bien sûr à Kinshasa. Et enfin, nous allons vous parler du procès les procès bien sûr de Vital Kamerhe, qui était bien sûr une information qui a marqué la semaine qui vient de s'écouler. Madame, Monsieur, vous avez déjà la charpente des Grands Angles. N'hésitez surtout pas, restez toujours sur nos antennes. On commence déjà avec Info Express juste derrière cette courte transition. Madame, Monsieur, nous sommes déjà dans Info Express. Nous allons commencer par la pandémie à coronavirus, son évolution en RDC. Il y a eu 85 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, dont 67 à Kinshasa, 17 au Congo central et 1 cas dans le Haut-Katanga. L'équimile est pour le moment des 1457 cas confirmés positifs selon les bulletins épidémiologiques de l'équipe des ripostes. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'équimile des cas est passé pour le moment à 1455, dont bien sûr 1454 cas et 1 cas probable. Au total, il y a eu 61 décès, 60 confirmés et improbables, mais aussi il y a eu 270 personnes guéries de la pandémie à coronavirus, 472 cas suspects en cours d'investigation, 685 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, dont 67 à Kinshasa, mais aussi 17 au Congo central, 1 cas dans le Haut-Katanga, ce qui fait bien sûr un total de 11 cas pour le moment. 41 nouvelles personnes sorties guéries. Aucun nouveau décès parmi les
cas confirmés. Et déjà, nous avons pour le moment 7 provinces touchées par la pandémie, avec en toile de fond la capitale RD congolaise qui est enruinée par ces virus, suivi du Congo central qui a bien sûr enregistré 72 cas au Katanga pour le moment, avec 11 cas, Nord 0 décès, Nord Kivu 8 cas, Sud Kivu avec 4 cas, Ituri 2 cas et Kwilu fermé les podiums avec seulement un seul cas confirmé. Madame, Messieurs, parlons cette fois-là de la journée du 17 mai dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Je vous le disais déjà, dès l'entame de ces magazines, 17 mai 1997, 17 mai 2020, cela faisait déjà pratiquement 23 ans qui se sont passés depuis que Laurent Désiré Kabila est entré à Kinshasa pour bouleverser les pouvoirs du maréchal Mobutu. Cette journée n'est pas passée inaperçue. Au Lualaba, le gouverneur des provinces Richard Mouyage, accompagné bien sûr du président de l'Assemblée provinciale, a organisé quelques rencontres sur la ville. D'amples détails, c'est dans ces reportages. La date du 17 mai 1997, une date précieuse et historique pour la République démocratique du Congo, après s'être arraché de la main de l'oppression du maréchal Joseph Désiré Mobutu. Avec en tête de liste cette image de l'entrée triomphale et cette marche de ces soldats appelés Kadogo sur les sols quinois. Une date inoubliable pour la plupart des kabylistes, dont ceux du Lualaba, qui n'ont pas voulu voir passer inaperçu cette journée du 17 mai à Kolwezi. Un groupe restreint, respectant les mesures barrières, ces représentants et cadres des partis politiques, membres du Front commun pour le Congo FCC, ont eu des mots justes pour exprimer leur attachement à cette journée. Nous, membres des partis politiques du FCC, coordination politique du Lualaba, déclarons ce qui suit. 1. Regrettons jusqu'à ce jour la disparition inopinée du soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, et lui rendons des vibrants hommages pour son héroïsme légendaire. 2. Rassurons que le 17 mai restera une date inoubliable qui symbolise le modèle de nationalisme exemplaire. Souvenir des sacrifices des hommes en uniforme, morts et vivants, engagés dans la lutte pour permettre au peuple congolais de recouvrer sa dignité. 3. Saluons aussi la clairvoyance du camarade Joseph Kabila Kabange pour avoir fédéré toutes les forces vives de la nation à travers le Front commun pour le Congo, en vue d'un idéal commun, celui de la défense de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo. 4. Rassurons enfin que la lutte et la mort de Mouzé, les soldats du peuple et héros national, resteront sève et source intarissable de notre passion pour le Congo. Et oui, cette passion pour le Congo a constitué l'idéal de Joseph Kabila Kabange qui, selon ce kabiliste de sang, Richard Mouyage Mons, a réussi à réunifier le pays partitionné, reconstruit une économie en exsangue et à réconcilier un peuple divisé par des conflits ethnico-tribaux, ce malgré les menaces des puissances occidentales, et demande pour ce faire à certains leaders politiques congolais à avoir un minimum de reconnaissance envers cette icône du pays. Nous sommes en province, mais nous sommes dans la République. Nous sommes surpris par des attitudes qui choquent parfois, des attitudes qui frustrent parfois. C'est très dangereux pour la paix et pour la démocratie. Je crois qu'il y a un effort à faire à ce niveau pour que ceux qui se disent acteurs politiques observent l'humilité. Joseph Kabila, quand on suit son cursus, c'est toute une école. Les gens s'étonnent comment à 29 ans il a pu réaliser ce qu'il a pu faire pour la République. Regardez autour de vous les jeunes qui ont 29 ans. Face à l'immensité des ouvrages politiques, des œuvres politiques qu'il a réalisées,
On se demande comment il a pu le faire. C'est le fruit de l'humilité. L'humilité est indispensable pour un pays à multiples problèmes comme les nôtres. C'est une invitation à l'éthique qu'il faut pour préserver la paix. On n'est pas sur une scène de théâtre où chacun veut montrer ses biceps. Tous, comme un seul homme, ces cadres du FCC Lualaba ont déposé une gerbe de fleurs au monument d'Mzé Laurent Désiré Kabila, en mémoire de souvenirs de ce soldat du peuple. À l'exemple de ces soldats qui avaient marché sur Kinshasa, ces kabylistes ont aussi marché à pied du monument situé sur l'avenue Kassavobu jusqu'au complexe scolaire Ewabora, en souvenir du maquis où Mzé Laurent Désiré Kabila prenait du recul pour mettre en place des stratégies bénéfiques pour la libération de son pays. Madame, Monsieur, c'était la cérémonie qui s'est bien sûr déroulée dans la province du Lualaba à l'occasion des 24 ans à 23 ans, bien sûr, après la libération de la République démocratique du Congo par Laurent Désiré Kabila. Sans tarder, on va cette fois-là changer de rubrique pour vous parler de la revue de presse juste derrière cette courte transition. Voilà, Pascal Mpanga est bien présent pour nous parler de la revue de presse de la semaine, avoir aussi une idée claire et nette sur comment nos confrères de la presse écrite ont pu aborder les questions de l'heure. Pascal Mpanga, bienvenue. Merci Ben Mouland, bonsoir aux internautes, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir également aux auditeurs qui nous suivent à l'instant sur la radio ainsi que la télé Étoile Jaune. Voilà, on commence déjà avec actualité.cd qui a eu à titrer au courant de la semaine présenté comme neveu de Vital Kamerhe, donc Massoro et aux arrêts. Effectivement, Ben Mouland, à en croire à ce média en ligne, d'après le chef de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, qui cite le service de sécurité, la cavale de Massaro s'est arrêtée dans le Kwango où les services des renseignements ont mis la main sur lui. Il n'a pas pu aller plus loin que Kenge à cause des restrictions des mesures dues au coronavirus. Daniel Massaro faisait l'objet d'un mandat d'amener émis par la justice qui souhaite l'entendre sur sa participation dans les enquêtes sur le détournement présumé des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État. Il est soupçonné, poursuit cet article, d'avoir mis en relation Vital Kamerhe et Sami Jamal qui, depuis le 11 mai dernier, sont jugés pour détournement de plus de 50 millions de dollars américains destinés au projet de construction des logements sociaux. Point. Voilà, pour Jeune Afrique, il s'est un peu focalisé sur le procès de Vital Kamerhe en titrant RDC. Qui sont les personnalités pointées par Vital Kamerhe? Cette actualité a intéressé ce média en ligne international, ce média qui a commencé par ce discours direct de Vital Kamerhe. Je n'étais pas le seul superviseur du programme des 100 jours du chef de l'État. En prononçant, poursuit ce média, cette phrase, lundi 11 mai, lors de l'ouverture de son procès, Vital Kamerhe avait un objectif clair. S'il ne cesse de clamer son innocence depuis qu'il a été mis en cause et placé en détention provisoire pour détournement présumé de près de 50 millions de dollars, un fonds destiné au programme des 100 jours, il entend bien ne pas être le seul à avoir à rendre des comptes. C'est toute sa ligne, sa ligne de défense qui est ainsi exposée. Vital Kamerhe affirme d'une part ne pas avoir agi de son propre chef, mais au nom de son patron, le président Félix Tshisekedi. Il pointe en outre le fait qu'il n'était pas seul à superviser la mise en musique du programme des 100 jours. Nous étions 9, a-t-il insisté, a conclu Jeune Afrique. Rendons-nous cette fois-là dans les colonnes de À la Une RDC qui a eu à titrer RDC depuis Makala
Pascal Mukuna porte plainte à Bernabé Kikaya pour menace d'attentat. Vous allez vous rendre compte, Ben Moulon, depuis un temps, l'évêque Pascal Mukuna est devenu la star de plusieurs médias. En fait, c'est ce média dans la Une qui a titré au courant de cette semaine, depuis la prison centrale de Makala où il séjourne, l'évêque est responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa ACK, Pascal Mukuna, a décidé ce vendredi 15 mai 2020 de porter plainte à Kikaya Bin Karoubi Bernabé, cadre du Fonds commun pour le Congo, pour menace d'attentat à sa personne. Dans une lettre de son avocat adressée au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, le président de l'éveil patriotique accuse ce proche de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de menace d'attentat lui formulé le 15 mai dernier à 13h37 à travers un tweet. Comme vous le savez, le transfèrement de l'évêque Mukuna à l'Amigo de votre office à la prison centrale de Makala eut lieu le même jour à 6h du matin de l'après-midi. L'heure de cette menace affiche son tweet sur la toile pour achever le concert préalable de sa famille politique au plan méphistophélique visant l'élimination physique du leader de l'éveil patriotique congolais. Peut-on lire dans cette plainte, a poursuivi ce média. En outre, l'avocat du président du Football Club Renaissance indique que son client demeure inquiet et attire l'attention du procureur général sur les dangers irréparables qui peuvent lui arriver, car, dit-il, le complot se précise. Il faut signaler que l'ancien diplomate Joseph Kabila avait ouvertement menacé via les réseaux sociaux l'évêque Mukuna, comme dans le fable Nous méditons sur les animaux malades de la peste avec la Covid-19. Voilà que la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf s'invite au débat. Tu seras châtié de ta témérité pour avoir prononcé le nom de Dieu en vain. Makala Neken Avangu avait prévenu via son compte Twitter. Barnabé Kikaya Bin Karoubi a clôturé ce média. Laissons un peu d'écouter les faits Tom Mukuna pour parler sport avec nos confrères de Wangu.info qui ont eu à titrer sport. L'UNAFoot, les championnats arrêtés définitivement. Les TP Mazembe, sacré champion. Selon ce média, quelques semaines après l'arrêt momentané de toutes les activités sportives sur l'étendue du pays suite à la pandémie et à coronavirus, la Fédération congolaise de football, association FECOFA, a décidé le mercredi dernier d'arrêter définitivement tous les championnats, y compris la Ligue 1 et 2. Ainsi, le tout-puissant Mazembe Anglebert a été sacré champion. Contre toute attente, la 25e édition de la Ligue nationale de football est arrêtée avec 53 points sur 20 matchs joués. Le tout-puissant Mazembe Anglebert soulève son nouveau sacre. La décision de l'entité fêtière du football au Congo est salvatrice. Si pour la première division, le sacre de Corbeau rencontre la passion du football en deuxième division de la Linafoot, mécontentement, injustice riment ensemble. Étoile jaune de Lubumbashi promu en Ligue 1 au détriment du FC Blessing de Kolwezi qui caracole en tête du classement. La décision a été tombée comme un tonnerre qui vient anéantir les efforts de Blessing. Le vœu des sportifs du Lualaba était de voir une deuxième équipe de Kolwezi jouer la première division, mais rien n'est encore perdu. La flamme d'espoir reste allumée et c'est par là que se clôture notre revue des presses. Ben Moulontan. Merci Pascal Mpanga. Nous croyons que Blessing finira bien sûr par être établi dans ses droits, car c'est cette formation du Lualaba qui a été championne, mais c'est Étoile Jaune qui a été promue en division d'honneur. Pascal, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs. Surtout, bon début de la semaine à vous. Merci Ben Moulond. Également, nous souhaitons toutes les bonnes choses à tous les auditeurs ainsi que les spectateurs qui n'ont cessé de nous faire confiance durant cette semaine qui vient de s'achever. Merci Madame, Monsieur. Nous allons déjà entrer dans notre rubrique décisive. Il s'agit bien sûr de décryptage juste derrière cette courte transition.
Madame, Monsieur, comme je vous le disais déjà dès l'entame de ce magazine Grand Angle, 3 sujets sont sur cette table de décryptage et feront l'objet de plusieurs interventions des experts. Il y a le tout premier sujet, ça sera bien sûr évaluer les 23 ans après, bien sûr, la lutte de l'AFDL. Quel bilan que nous devons retenir à présent, mais aussi nous allons frôler sur les procès de Vital Kamerhe pour enfants chutés sur bien sûr un autre sujet qui ne cesse bien sûr de défrayer la chronique. Sans plus tarder, nous allons d'abord nous rafraîchir la mémoire. Ce sera dans ces procès qui opposent bien sûr les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe dans ces reportages signés par Gracia Oleko. Le prévenu Kamerhe Lwakaningini à la barre. Il s'agit d'un procès pour l'histoire. La République démocratique du Congo est en train de juger Vital Kamerhe. Jamais une personnalité de haut rang n'avait été poursuivie dans le pays. Le directeur de cabinet du président est accusé d'avoir distribué des millions de dollars américains avec 2 autres personnes. L'homme d'affaires libanais Samir Jamal et les chargés des services import-export dans la présidence, Jano Mourima. Vital Kamerhe est poursuivi pour 3 choses. La première des choses, c'est une parcelle que M. Jamal aurait donnée à Mme Soraya. En contrepartie, M. Kamerhe devrait lui octroyer le marché des maisons préfabriquées, alors que les contrats avaient été signés par le gouvernement Chibal, par M. Bitakwe. Et de deux, les documents d'acte de donation, c'est un document qui avait été signé depuis le 23 janvier 2019, alors que M. Kamerhe n'était même pas encore directeur du cabinet du chef de l'État et le président de la République, Félix Tshisekedi, n'avait pas encore prêté serment. La deuxième des choses, c'est le détournement de 47 millions de dollars des maisons préfabriquées. Un marché qui avait été donné à M. Jamal dans sa société Samibo, alors que les contrats de ces maisons fabriquées avec le gouvernement congolais n'était que la maison Samibo devrait faire venir les maisons justement au niveau des différents ports. Et ce qui avait été fait. Après 1h30 d'audition des prévenus, l'audience s'est poursuivie à huis clos en chambre de conseil où on examine présentement la demande des libertés provisoires de Vital Kamerhe et de Samir Jamal. Nous devons savoir qu'au niveau du parquet général, ses avocats et Kamerhe lui-même avaient sollicité la liberté provisoire. Et le parquet général, le magistrat du ministère public avait dit, au vu des indices graves de culpabilité, il n'était pas autorisé, il avait trouvé qu'il n'était pas opportun de lui accorder la liberté provisoire. Il faut attendre en chambre des conseils. Est-ce que les juges auront la même compréhension que le ministère public? Est-ce que le ministère public va-t-il convaincre le président de la Cour de toujours garder que le monsieur retourne en prison en attendant la dernière décision, la décision finale? Il faut attendre que les éléments, lorsqu'on peut avoir l'identité qui n'est pas douteuse, on peut être un homme d'État, tout ça, mais si les indices sont graves, la loi elle-même demande que la personne reste en détention. Il s'y est de signaler que le directeur des cabinets du chef de l'État a été placé en détention provisoire depuis le jeudi 9 avril dernier. Madame, Monsieur, nous sommes déjà dans la rubrique décisive décryptage. On va directement commencer par les procès de Vital Kamerhe. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alain Chikwang, il est membre du PPRD, mais aussi Brunel Kati, journaliste politique de la province du Lualaba. Sans plus tarder, on commence avec Alain Chikwang. Vous avez suivi avec nous les procès de Vital Kamerhe dans un procès, bien sûr, anticorruption. Vital Kamerhe au banc des prévenus. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci Ben Mouland pour l'invitation et pour la question. Les procès Vital Kamerhe a enfin commencé parce qu'on l'attendait depuis toujours.
après sa convocation au parquet général, et enfin les procès ont commencé. Nous suivons de très près les procès du directeur de cabinet du président de la République. Vous savez qu'il est reproché pour les dossiers de 100 premiers jours du président de la République ou les programmes d'urgence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont on l'accuse d'être gestionnaire et d'avoir détourné beaucoup de choses qui lui sont imputées. Mais nous savons que Monsieur Vital Kamerhe, c'est au moins quelqu'un qui joue jusque-là de la présomption du non. Lui reconnaît cette présomption de non-sens jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un juge. Et donc, nous suivons. Il joue encore de la présomption du non-sens. On ne peut pas directement dire que non, Vital Kamerhe est condamné ou il a détourné et consort, mais ce sont juste des allégations qui lui sont imputées, mais nous savons que la justice sera dite en toute transparence et nous voulons toujours qu'il y ait cette indépendance judiciaire dans ces dossiers. Vous savez vous-même que l'article 149 de la Constitution de notre pays prône l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et nous voulons que les juges agissent en toute indépendance. Et vous savez que la même Constitution dit que les juges n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Et donc, nous voulons que tout s'y passe en toute transparence et que nous sachions qui a fait quoi, qui a dépensé combien et qui a détourné combien. Et cela permettra au peuple congolais de se faire une idée claire sur la gestion du programme d'urgence du chef de l'État qui est pratiquement de 100 jours. Je vous retiens. Monsieur Alain Chikwang, votre analyse par rapport à la première journée des séances dans les procès Vital Kamerhe. Quelle analyse que vous avez à faire face à cette première journée? Je vous ai dit que M. Vital Kamerhe jouit jusque-là de la présomption du non-sens. Et la première audience, c'était une audience qui était pour juste l'instruction. Ou l'inscription des prévenus, ce qui a été fait pour la première audience. Nous attendons voir la suite du dossier parce qu'il n'a jamais été condamné. Est-ce qu'il sera condamné ou pas? Qui pourra décider au moment opportun. Il a été présenté devant le juge par le ministère public. Le ministère public va apporter des preuves sur les dossiers qui sont reprochés au directeur de cabinet du président de la République, M. Vital Kamerhe, et nous verrons si et seulement si ce qui est imputé à M. Vital Kamerhe est vrai ou faux. Donc, il y a la partie défenderesse de M. Kamerhe qui va aussi apporter sa défense. Il y a la partie qui accuse, ou l'État congolais qui est représenté par quelques avocats, qui va aussi pouvoir donner quelques lumières sur les dossiers. Donc aujourd'hui, parler d'une certaine condamnation, d'une quelconque condamnation de Vital Kamerhe dans les dossiers des 100 premiers jours du président de la République, je vous dis que, en tout cas, il est trop tôt que nous puissions dire ça. Il y a même des gens à un certain moment qui disent que les dossiers de Vital Kamerhe, c'est ça l'état de droit. Donc, en tout cas, il n'est pas vraiment opportun de pouvoir parler de ça. Parce que quand vous parlez d'un état de droit, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et donc, quand on parle de l'état de droit, il n'est pas seulement question quand on arrête un directeur de cabinet, on dit non, ça, on n'a jamais vu depuis l'existence de ces pays. Il n'y a pas de souci. Mais suivons les dossiers de très près pour voir comment il va aboutir. Est-ce que M. Vital Kamerhe sera condamné pour ce qui lui est imputé jusque-là par la justice, par les ministères publics ou pas? Et donc, attendons voir les jours qu'il y aura condamnation. C'est à ce moment-là que nous allons dire si et seulement si M. Kamerhe est vraiment auteur ou co-auteur ou complice dans cette histoire de la gestion de l'argent pendant les 100 premiers jours du président de la République. Merci Brunel Kachi, Vital Kamerhe au banc de prévenus. Vous avez été surpris?
Je suis surpris, c'est tout à fait normal parce que vous savez qu'avec l'avènement d'un nouveau régime, tout le monde sait comment est-ce que la justice a pris une autre dimension dans son fonctionnement. J'ai entendu, disons, Chikwang en train de dire que nous ne pouvons pas dire à partir de là que nous sommes dans un état de droit. Écoutez, nous disons que nous sommes dans un état de droit parce que tout le monde actuellement est invité devant les instances judiciaires. Eva, moi je ne vois pas les tout-puissants ennemis mouilaniens. Il y aura des cabinets de M. Kabila être convoqués et partir répondre à ce qui ne peut jamais se faire. Vous savez que nous faisions face à un régime aussi qui avait sa manière de gérer. Ici aujourd'hui, nous voyons les directeurs de cabinet, les collaborants directs du président de la République être interpellés. Ça ne peut qu'aujourd'hui motiver la sphère tout entière aujourd'hui, ou soit tout le monde aujourd'hui ne peut que se contenter pour voir comment est-ce que l'appareil judiciaire est en train de fonctionner. Encore quid de vouloir savoir si bien ces instances judiciaires ne sont pas aussi caporalisées pour régler certains comptes d'une manière politique. Parce que vous savez que les directeurs de cabinet et les collaborants directs du président de la République et administrativement, c'est que ces derniers agissent pour les comptes et au nom du président de la République. Et donc par là, nous sommes en train de craindre fortement que la justice soit caporalisée et que cette dernière ne puisse pas jouir intégralement de son indépendance. Alors, si ça doit m'impressionner, bon, je crois quand même que c'est tout à fait normal parce que c'est pour la première fois, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement dans ces pays, mais au moins je suis en train de voir que Vital Kamerhe est poursuivi pour des faits. Bon, les faits, nous disons toujours au terme, ou soit en droit, il est toujours dit que les instances judiciaires sont saisies des faits et non des droits. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque les instances judiciaires sont saisies, c'est qu'ils ne voudraient pas dire directement que M. Vital Kamerhe serait coupable. Alors par là, je suis en train de me dire tout simplement qu'il est question ici de poursuivre M. Vital Kamerhe, c'est qu'il ne voudrait pas dire qu'il est question de condamner M. Vital Kamerhe. Parce que vous suivez une partie de la population ou une certaine tendance politique qui laisse entendre qu'il est question aujourd'hui de condamner M. Vital Kamerhe parce qu'au nom de la sociologie, ce dernier serait coupable dans cette affaire. Par là, je suis en train de m'inscrire en faux. Il faut aujourd'hui rappeler à tout le monde que lorsque la justice est en train de poursuivre quelqu'un, c'est tout simplement pour, pas seulement pour établir, disons, la culpabilité dans son chef, mais aussi essayer de voir clair dans cette affaire. Si aujourd'hui M. Vital Kamerhe est retenu, nous ne devons pas aussi nous voiler des faces. Il y a un indice sérieux de culpabilité, bien sûr, dans l'instruction de son dossier. Et donc, comme aujourd'hui, l'audience venait de commencer, nous sommes encore à la phase instructionnelle. L'affaire est renvoyée au 25, question de permettre, disons, à toutes les deux parties au procès de pouvoir s'imprégner aussi de la réalité, des renseignements ou soit des procès-verbaux que détient soit le ministère public, parce qu'il doit y avoir communication des dossiers, bien que nous ne sommes pas en matière pénale ici, c'est une notion tout à fait exceptionnelle. Et si bien les avocats de M. Vital Kamerhe ont demandé que l'affaire soit renvoyée au 25, c'est pour leur permettre de s'apprêter ou de se préparer, de s'être informé de ce qu'il y a dans les dossiers de manière intégrale. Mais ce que je suis en train de voir flou également, c'est que M. Vital Kamerhe est en train de faire voir une certaine dose aussi d'orgueil qui outrepasse la normale. De quelle manière vous aviez suivi comment est-ce que ces derniers étaient en train de sembler vouloir minimiser sa poursuite devant les instances judiciaires. Vous voyez comment est-ce que M. Vital Kamerhe avait l'impression de faire voir aux magistrats ou aux juges plutôt, instructeurs, disons, les juges qui étaient en train de statuer sur son affaire, qu'il est intellectuel et qui ne pouvait pas répondre à toutes les questions d'une manière aussi qui soit bénigne. Alors c'est de cette manière que moi je suis en train de dire qu'aujourd'hui vous voyez que certaines personnes au nom de la culture politique aussi inculquée pendant longtemps par différents régimes de ces pays, certains pensent aujourd'hui que lorsqu'ils sont devant les gens, les juges, et surtout qui sont habitués à les respecter, les craindre, là ils sont en train de minimiser et ils redoutent les conséquences. Parce que tout ce qu'il était en train de faire au nom du droit, il y a des conséquences qui vont y découler. Si ils refusent de répondre d'une manière tacte, nous pensons vraiment que les conséquences du droit vont naître, et de cette manière, nous croyons quand même que M. Vital Kamerhe est en train de choisir un mauvais chemin. Mais ce que nous sommes en train d'attendre, sommes encore dans la phase d'instruction. Ce n'est pas ici que nous pouvons dire que M. Vital Kamerhe est coupable ou pas, mais au moins au nom justement
disons, de l'analyse objective et au nom de ce que sommes en train de vivre dans les chefs de M. Vital Kamerhe et au nom des différents faits que ce dernier était en train de réaliser, je vois vraiment qu'il y a à boire et à manger et qu'il est encore temps aujourd'hui qu'il puisse mieux communiquer avec ce conseil pour qu'il soit bien assisté. Merci Alain Chikwang. On a vu à la première audience le directeur du cabinet Vital Kamerhe ne pas reconnaître bien sûr son co-accusé, le Libanais Jamal. Votre lecture? Merci, on a tout suivi. La réaction est de M. Kamerhe et la réaction de M. Jamal, qui ne se sont pas reconnus devant le tribunal. Ça, ce n'est que les juges qui pourra nous prouver, si et seulement si, ou les ministères publics qui pourra nous prouver que ces gens se connaissent depuis longtemps ou pas. Juste après que les deux puissent dire qu'ils ne se connaissent pas. Vous avez vu déjà sur les réseaux sociaux, sur la toile, comment les photos de personnalités ont émaillé sur la toile. Mais est-ce que ces photos, ces photos ont été un montage ou ce sont des vraies photos? Attendons voir, c'est le tribunal qui pourra nous confirmer par rapport à ce dossier. Et j'ai suivi mon co-débatteur qui venait de dire ici que avant il était vraiment difficile qu'on arrête les directeurs des cabinets du président Kabila à l'époque quand il était au pouvoir, Némi Moulania et consorts. Je vous dis que Némi Moulania était dans le même parti politique que Joseph Kabila. Némi Moulania à l'époque de Joseph Kabila, est-ce qu'il y avait un programme de 100 jours qui a été initié par M. Kabila pour que l'on arrive à attribuer les compétences du ministre des Finances à un directeur de cabinet? Mais non. Et donc, nous disons qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Et deuxièmement, quand il dit que ce sont des choses qui n'ont jamais été faites dans ces pays depuis l'indépendance, parce que ça c'est une nouveauté que nous sommes en train de voir dans ces pays, nous disons que on ne peut pas résumer l'état de droit par l'arrestation d'un directeur de cabinet du président de la République. Nous disons que même s'il est arrêté, M. Kamerhe, il continue à agir jusque-là de la présomption d'innocence. Et si quelqu'un joue la présomption d'innocence, donc il peut, au cours du procès, soit être condamné, soit être acquitté. Bon, s'il est acquitté aujourd'hui, on va dire que ce n'est plus l'état de droit qu'on prétendait. L'interpellation de la justice ne signifie pas l'état de droit. L'état de droit, il y a beaucoup de choses. L'état de droit, il y a l'indépendance de la justice, il y a le respect de loi de la République, il y a le respect des citoyens congolais et beaucoup de choses qui concourent à ce que nous puissions parler d'un état de droit. Et vous connaissez vous-même que M. Vital Kamerhe est dans une coalition FCC Cash. Lui aussi est à l'intérieur. Ils sont dans un accord, lui et le président Tshisekedi, dans un accord signé à Nairobi, qui avait prévu que le président de la République, selon leur accord, fasse un mandat et que le deuxième mandat, ce sera Kamerhe qui ferait ces mandats-là. Et vous connaissez que M. Kamerhe est de l'UNC, il n'est pas de l'UDPS. Vous voyez. Et donc, dire que l'arrestation de M. Kamerhe, c'est ça. J'ai aimé à un certain moment parce que mon co-débatteur, à un certain moment, il a essayé de se contredire lui-même parce qu'il a dit que ne veut pas voir que la justice soit caporalisée. Si la justice est caporalisée, là, nous sommes désolés. Je comprends qu'il vient de me rejoindre à la position que moi j'ai donnée avant, qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre dire qu'il s'agit d'un état de droit quand on interpelle une haute personnalité, un directeur de cabinet du président de la République. Il y a le dossier qui a essayé de surgir, le dossier de Patient Saïba, de l'OGFREM. Vous connaissez vous-même comment le dossier a évolué. Mais quand aujourd'hui il vient me dire non, ça c'est l'état de droit, qu'on arrête telle personne, on n'arrête pas telle personne. Donc on ne peut pas quand même résumer un état de droit par l'arrestation d'un directeur de cabinet ou d'un ministre ou d'un député. Donc l'état de droit, il y a beaucoup de conditions qui concourent à ce que nous puissions parler d'un état de droit. Nous sommes quand même juristes, on ne peut pas quand même résumer un état de droit par l'arrestation d'un monsieur qui jusque-là continue à jouir plutôt de la présomption d'innocence. Merci, monsieur Alain Chikwang.
Kachi répondait à cette question. Déjà à ce moment, Vital Kamerhe est à Makala en détention préventive. Déjà, le président de la République nomme un directeur des cabinets intérimaires à la personne de Désiré Kasmir Kolongele. Cela montre déjà la fin de Vital Kamerhe comme directeur des cabinets. Voilà, c'est une question administrative. Il n'est pas question ici, il n'est pas encore condamné. C'est tout à fait normal. Si bien il est acquitté par la justice, il va bien sûr rejoindre ou il va récupérer ses fonctions de directeur des cabinets. Ça, c'est l'administration. J'aimerais d'abord rentrer. Je suis animé par la volonté de rester juriste dans ces contextes. Lorsque nous parlons d'un état de droit, c'est que nous est tous, tout le monde est soumis à la règle du droit qui est appelée la loi. Ici, si vous voyez aujourd'hui les gros poissons être interpellés, c'est un événement salué aujourd'hui. Disons, parlons d'un état de droit, un état de droit dans lequel tout le monde est poursuivable, il y a la liberté des poursuites judiciaires. Et que donc, vous serez tout à fait d'accord avec moi que nous avions vécu dans un régime où certaines personnes n'étaient pas passibles, disons, de la poursuite judiciaire. Nous avons connu un régime d'impunité à ciel ouvert dans ces pays. Tout le monde le sait. Comment est-ce que certains ministres en fonction, ministres d'État étaient en train de tourner des sextapes sans qu'il y ait condamnation ou poursuite judiciaire. Et si aujourd'hui vous voyez, monsieur, disons, les très chers aussi grand, intellectuel, intelligent qu'il est, Alain Choukwouan, que j'ai toujours admiré, lorsqu'il vous dit qu'il s'est contredit parce qu'il est venu de mon côté, il a dit que non, nous voulons que la justice ne soit pas caporalisée. Oui, ça c'est au nom de la présomption. Ce que nous aimons aujourd'hui, c'est que la justice puisse être indépendante telle qu'elle est en train de fonctionner. Vous savez qu'il y avait certains magistrats qui recevaient des injonctions pour que certaines personnes ne puissent pas être poursuivies ou que certaines personnes ne puissent pas être poursuivies. Vous aviez suivi Emmanuel Ramazani Chadari lorsqu'il y avait gestation de certains, disons certaines pensées pour poursuivre Yuma. Lui là qui se met debout pour vous dire que non, si vous osez, nous allons paralyser ces pays. Vous avez suivi également d'autres personnes qui commettaient des bavures dans ces pays et qui n'étaient pas poursuivables. Tout ça au nom de quoi? Au nom de l'impunité qu'a instauré dans ces pays, monsieur Kabila. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de dire qu'il est question aujourd'hui de soutenir cette indépendance de la justice parce que certains, même les enfants des ministres, n'étaient pas poursuivis juste parce que ces derniers s'est trouvé être dispensés de la pénitence, juste parce qu'ils sont fils des ministres, ils sont fils des différents sujets. C'est ce que nous sommes en train de saluer aujourd'hui, l'avènement d'un état de droit, l'indépendance de la justice. Merci, la justice est la vie nation. Pater legem quem ipse. Dans un état de droit, l'État doit être le premier à respecter ses lois. Aujourd'hui, tout le monde est poursuivable. Si l'on intente une action en justice contre tel ou tel, tout le monde doit répondre de ses actes. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez en cours des diffusions, nous sommes d'un grand angle en train de débattre des sujets qui ont fait la une durant la semaine qui vient de s'écouler. On va cette fois-là aborder le deuxième sujet qui consiste bien sûr à décrypter sur la motion de destitution qui est en gestation visant la tête de Jean-Marc Kabunda. Kabunda, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. En même temps, il est le président intérimaire de l'UDPS, le parti qui est bien sûr au pouvoir. Alain Choukwouan, ne voyez-vous pas qu'il y a de l'acharnement vis-à-vis des cadres des caches? Donc c'est les FCC qui mènent maintenant le jeu. Mouland, l'initiateur de cette pétition, c'est l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il est de prêt à signer. L'initiateur de la motion, c'est Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Et donc, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le MLC est un parti membre du FCC. C'est un parti qui est dans l'opposition. Et donc ça, c'est d'abord une hypothèse à exclure. Deuxièmement, vous savez, quand vous lisez vous-même la Constitution, on vous dit que les députés ne peuvent jamais être poursuivis pour les votes ou opinions émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions, ou opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions en tant que député national. Les gens disent que les FCC est derrière ces dossiers. Nous disons non. Parce que les FCC, c'est un parti qui est en coalition avec le cash. Et si M. Kabound se retrouve premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est parce que les députés du FCC ont voté pour lui. Alors, si les gens disent que le FCC est en train d'allumer les feux derrière Jean-Jacques Mamba, ou Jean-Jacques Mamba, c'est un arbre qui cache la forêt, et la forêt, c'est le FCC. Nous disons non. Pourquoi? Parce que les députés font leur travail comme il se doit. Si aujourd'hui ils se disent ils se rendent compte qu'un ministre, parce que vous connaissez vous-même que le gouvernement national est composé des membres de la coalition FCC Cash. Si un ministre détourne l'argent aujourd'hui, on va dire que non, ces ministres-là, il ne faut pas les destituer ou il ne faut pas les mettre à la disposition de la justice, il ne faut pas voter une mise en accusation contre ces ministres. Et non, nous disons que nous sommes là dans la coalition, mais il faut que nous puissions respecter les règles des jeux ou les principes de la démocratie. Un député, on ne peut pas dire que parce que nous sommes dans la coalition et donc vous n'allez pas toucher aux ministres qui vont détourner l'argent ou aux ministres qui vont faire quoi que ce soit. Si un ministre se compromet dans l'exécution de ses fonctions, le Parlement a le droit de voter une motion de censure ou une motion de défiance contre tout le gouvernement afin que ce gouvernement puisse partir. Et donc nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes dans la coalition, on peut se permettre tout. Non. Il y a même un certain moment, je suivis. Il y a des gens qui disent que non, comme nous sommes dans la coalition, les députés, on ne peut pas limiter la coalition à des individus. On dit, bon, la coalition, c'est Mabunda qui est là. Il n'y a pas longtemps que nos amis ont demandé la démission de Ntambo Mwamba parce qu'il avait déclaré que le président de la République avait violé la Constitution. Il n'y a pas longtemps que les gens ont demandé le départ de Mabunda parce qu'elle avait déclaré que si on dissout l'Assemblée nationale, on va recourir directement à la haute trahison, il y aura la haute trahison. Vous comprenez tout ça? Pourquoi les gens ont dit ça? Parce qu'ils se disent qu'ils sont dans la démocratie. Mais est-ce que ces gens ne sont pas dans la coalition? Ils sont dans la coalition. Nous disons que la coalition, c'est le respect aussi de la démocratie. La démocratie nous demande à ce que nous puissions assister au débat démocratique. L'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound, a déclaré, lorsque M. Tambo Mwamba avait dit que non, il fallait convoquer un congrès pour l'état d'urgence. M. Kabound avait dit non, ce n'était pas important de convoquer le congrès parce que si on convoque le congrès, ça va coûter 7 millions de dollars. Et l'honorable Mamba lui avait dit non, que M. Kabound vienne nous expliquer dans 48 heures comment nous allons réunir ces montants pour convoquer un congrès. Mais ça, c'est un problème. Si M. Kabound va à l'Assemblée nationale, il s'explique par rapport aux 7 millions de dollars. Il dit non, pour convoquer les congrès, voilà, il y a telle exigence, telle exigence, telle exigence. Et tout ça, ça va faire que nous puissions arriver à 7 millions de dollars. Et les députés ont le choix libre. Ce sont eux qui vont décider si et seulement si ils vont voter contre la motion de départ de M. Kabound ou pour cette motion, ils vont voter le départ de M. Kabound du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est que nous suivons les menaces partout. Non, tout ça, si aujourd'hui M. Kabound quitte le bureau de l'Assemblée nationale et donc nous allons mettre fin à la coalition. Non. Si on met fin à la coalition, écoutez, il fallait quand même les soutenir, pas les laisser comme ça. Vous êtes dans une coalition quand même. Nous sommes dans la coalition, bien entendu. Mais M. Kabound, quand il a déclaré, il a fait des déclarations. L'honorable Mamba, Jean-Jacques Mamba, lui demande seulement à M. Kabound de s'expliquer. Il va s'expliquer là-bas devant les députés comment on va faire pour arriver à 7 millions de dollars. Et ça, c'est un problème. Les députés
je vous dis que si nous voulons avancer dans ces pays, nous ne pouvons pas bloquer le travail des députés. Ça, c'est ça, enfreindre la démocratie dans un pays. Et nous disons, si aujourd'hui, les gens, on le suit un peu sur les réseaux sociaux, partout un peu, sur beaucoup de médias, les gens disent non, nous allons rompre la coalition et on va arriver à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les gens ne comprennent pas les choses. Si aujourd'hui on arrive à mettre fin à la coalition, mais qui vont perdre? Non, le cash va garder quoi? Va garder la présidence. Mais nous allons garder quoi? Nous allons garder le gouvernement. L'Assemblée nationale soit majoritaire. Nous allons garder tous les bureaux de l'Assemblée nationale, sauf les postes qui reviennent à l'opposition. L'opposition va prendre. Nous allons prendre le Sénat, tous les bureaux. Pas tous les bureaux, presque tous les bureaux. Les 6 seront du FCC et la seule personne sera de l'opposition. Et donc, nous allons récupérer tous les postes qui reviennent au FCC. Et si les gens disent aujourd'hui qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale, on ne dissout pas l'Assemblée nationale de n'importe quelle manière. On ne peut pas se réveiller un bon matin et dire moi, je dissous l'Assemblée nationale. Il y a toute une procédure qui est prévue dans la Constitution. On dit que pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait une crise persistante entre l'Assemblée nationale et les gouvernements. Merci. Et aujourd'hui, vous connaissez vous-même que les gouvernements, le FCC, le Premier ministre est du FCC, les présidents, la majorité au Parlement, c'est FCC, et cette crise proviendrait d'où? À moins qu'on la crée. Elle n'aura jamais lieu dans ces pays aussi longtemps que nous avons un seul chef, Joseph Kabila, comme autorité morale du FCC qui nous donne des règles à suivre pour que nous puissions respecter la démocratie dans ces pays. Merci, M. Alain Chikwang, pour toutes ces explications. Brinal Kachi, on a suivi avec vous la semaine qui vient de se clôturer une motion déjà en gestation visant bien sûr Jean-Marc Kabound. Ne voyez-vous pas que ça sera une crise qui est en train de se préparer quand déjà on voit Jean-Marc Kabound être en conflit avec les membres du FCC? Déjà là nous voyons, c'est en termes de bras de fer entre Janine Mabunda et Jean-Marc Kabound. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. J'ai suivi avec attention, disons, comment est-ce qu'Alain Chikwang a pataugé aussi dans les vides, et surtout qu'il est du Front commun pour le Congo. C'est tout à fait normal aujourd'hui, lorsque vous lui posez la question de savoir si bien les Fronts communs pour le Congo seraient derrière cette motion. Je vois mal que ces derniers puissent vous dire que non, que oui, c'est nous qui sommes derrière cette motion. En tout cas, nous pouvons tous faire deuil de cette illusion si nous nous attendons à cette affirmation. Alors, par là, c'est que vous voyez la gouvernance par arrogance de la coalition au pouvoir qui entraîne tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On dirait que nous sommes dans une pièce théâtrale où tout le monde peut venir maintenant tout risquer pour défendre un mensonge tout en philosophant ce qu'il comprend de sa manière. Vous voyez comment est-ce que cette motion a été faite? Est-ce que c'est dans la logique des choses? Oui. Est-ce que Jean-Marc Kabound est dispensé aujourd'hui de la rigueur des lois parce qu'il fait partie de la coalition? Non. Ici, c'est que ces gens du Front commun pour le Congo et les Cap pour le changement veulent donner l'impression aujourd'hui à la communauté tout entière de se mettre en tête que leur coalition est au-dessus des lois du pays. Si bien, Jean-Jacques Mamba, dans sa liberté, en tant que parlementaire, a pris le courage de mettre sur pied une motion, c'est dans ses droits. Kabound qui dit que c'était dans l'inconstitutionnalité. Oui, c'est dans ses droits également. Quid de maintenant de vouloir savoir? Parce que nous nous posons toujours la question sur l'opportunité. Au nom du droit, est-ce que Jean-Jacques Mamba aurait-il qualité ou sur base de quelles compétences peut-il appeler les vice-premiers présidents de l'Assemblée nationale de venir avec les explications auprès de lui? J'entends ici Alain Chikwang dire que non, il a dit qu'il venait à l'Assemblée nationale. Vous avez tous lu cette lettre dans les réseaux sociaux. Il singularisait. Il était en train de parler, en train d'appeler ces derniers en délai 48 heures de venir fournir des explications. Vous avez suivi la réaction de Kabound qui dit qu'il est prêt à démontrer le tout. A-t-il été entendu? Point d'interrogation. Ici, vous voyez, au nom de la présomption, lorsque vous êtes en train de dire que non, parce que tout le monde est en train de présumer que c'est les Francs communs pour le Congo qui servent derrière, disons, cette motion,
Là, je semble, ou tout le monde semblerait, ou je semble également être d'accord par le fait qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que parmi les signataires, il y a presque 60 maintenant ou 62 signatures, parmi lesquelles la majorité est du Front commun pour le Congo. Est-ce que c'est dans la logique des choses? Je dis encore oui. Mais au moins, c'est qu'ici, il y a question tout simplement de réinculquer une autre moralité dans le chef de ces politiques qui semble tout politiser et ne pas comprendre que nous sommes dans un état plutôt qui se veut être un état de droit, un état dans lequel seules les lois doivent avoir une applicabilité. Et donc, ici, Chikwang a beaucoup parlé, laissez-moi aussi. Répondez à notre question. Selon vous, on voit la coalition ne marche pas, ce qui est sûr. Qu'est-ce qui bloque cette coalition? Ce qui bloque cette coalition, je l'ai dit encore, la gouvernance par arrogance. Ces gens veulent nous faire voir aujourd'hui qu'ils sont prêts à tout faire. Vous voyez le Front commun pour le Congo qui se dit non, nous sommes majoritaires, nous allons rester avec l'Assemblée nationale. Et surtout, je vois Chikwang lui-même défendre cette thèse. Je me pose la question si bien il a pris la décision de désister ce soir à la qualité qu'il a des juristes pour ne pas comprendre les fonds et la procédure même. Il vous dit qu'il y a à boire et à manger, mais il vous dit que non, nous allons rester avec ça. Et que donc, d'une autre part également, vous voyez les Front commun pour le Congo, les cas pour les changements plutôt, qui vous dit que non, nous allons rester avec la présidence, et si ça continue comme ça, le président de la République va dissoudre l'Assemblée nationale. Au nom du juridisme, parce que vous vous réveillez un bon matin, vous lisez quoi que ce soit, que vous n'arrivez pas à comprendre, et que vous comprenez avec déficit, vous vous dites que non, nous sommes capables de tout faire. Tshisekedi, comme il est là, il n'est pas un roi. Il est remplaçable et si bien il nageait dans un contexte aujourd'hui de trahir les lois du pays, il va être poursuivable au regard de ce que disent les lois du pays. De la même manière également, si les Front commun pour le Congo veut aujourd'hui oser pour paralyser la quiétude de la population congolaise, nous pensons vraiment qu'il n'est pas dispensé de la rigueur de ce que réservent les lois pénales de ces pays. Que donc, c'est de cette manière que moi je suis en train de dire que Chikwang, que je connais dans sa casquette d'un intellectuel praticien, il doit se mettre en tête aujourd'hui qu'il qui n'a aucun intérêt de se laisser aussi, disons, phagocyter entièrement par la politique. Il est en première position un interpréteur de la règle du droit. Ça, c'est sa mission. C'est ce que je reconnais à Chikwang. Et donc, s'il me dit... Ne vous attaquez pas à lui, argumenter... Non, non, il est du Front commun pour le Congo. Oui, ne vous attaquez pas à sa personne. Vous suivez comment est-ce que ces analyses sont aussi teintées d'une forte dose de militantisme. Je me dis tout simplement... Voix des sorties. Donnez le voix des sorties. Voix des sorties dans ce contexte, mon frère, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des dieux, ils sont Dieu les pères. Dans ces contextes, il est question de dépolitiser le tout et que nous puissions nous mettre en tête aujourd'hui que si nous sommes en train de gérer, c'est pour la population congolaise. La République exige des règles et des principes. Il faut aujourd'hui revoir ces notes. Lorsque vous êtes des fois absent dans différentes notions, vous voyez les gens qui se comportent, je ne sais pas moi, en Dieu les pères, qui se réveillent un bon matin et qui se donnent le luxe de prendre des décisions aussi qui outrepassent les niveaux du peuple congolais. Je crois vraiment qu'ici, il est question d'être scientifique, de voir clair ce que nous sommes censés faire, qu'être là au nom du clientélisme, fanatisme en train de défendre l'indéfendable. Je crois vraiment que ça c'est un crime scientifique, si bien disons les scientifiques, aussi l'intellectuel que j'ai toujours admiré, Alain Chikwang, s'inscrivait dans cette logique. Je crois vraiment que ça il va faire ton nom. Merci monsieur Alain, réagissez directement dans quelques minutes. Pour la question, je crois que j'ai suivi Brunel, c'est qu'il a essayé de présenter. Je crois qu'il était un peu en difficulté de prouver que moi j'étais en train de patauger dans la boue parce que ce qu'il vient de dire. Répondez directement. Revenir, oui. Sur ce que, il n'a fait que revenir sur ce que j'avais déjà dit. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la coalition va prendre fin parce que il y a ces dossiers au Parlement ou à l'Assemblée nationale particulièrement, mais nous attendons voir parce que ces postes-là, c'est les postes du cash, pas de l'UDP, mais du cash. Donc le cash peut aussi, si aisément si l'honorable Kabound est destitué de ces bureaux de l'Assemblée nationale, il y aura un autre membre du cash qui pourra occuper ces fonctions, il n'y a pas de souci. Mais nous disons que si aujourd'hui nous sommes en train de gérer ensemble, c'est pour que nous soyons redevables à la population en 2023. Plutôt, nous sommes redevables, que nous puissions
donner des justifications devant la population en 2023 que nous avons co-géré la République. Et s'ils décident que nous puissions mettre fin à la coalition, et donc là nous allons aller dans l'optique de la cohabitation. Et cohabitation, nous allons garder notre majorité, nous allons gouverner, et en 2023, chacun pourra donner sa réponse devant la population. Merci M. Alain Choukwang. Anemo, 23 ans après, quel bilan pour la lutte de l'AFDL? Anemo. Oui, la lutte continue. Vous connaissez vous-même que Joseph Kabila a pris le pouvoir après la mort de son père. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que c'est le fruit de cette lutte de Mouzé Kabila. Et Joseph Kabila est en train de pérenniser cette lutte. Et nous continuons avec le président Tshisekedi qui se bat aussi. Celui qui viendra encore après le président Tshisekedi. Donc la lutte continue. Un seul président ne peut pas terminer tous les problèmes du Congo. L'autoprise en charge que nous avait demandé Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous devons nous aligner dans cette politique pour que nous arrivions, nous Congolais et nous Africains, à défendre notre continent et notre pays. Brunel, en un mot, comment vous évaluez la lutte? En un mot, tout simplement, parce que l'émission c'est presque à la fin, il y a à boire et à manger dans ces contextes. Vous savez que Mouzé a tellement combattu et qu'il nous a laissé une culture aussi de la lutte individuelle aujourd'hui. Nous devons tous militer pour que nous puissions avoir un changement aussi remarquable. Mais vous avez vu comment est-ce que vous aviez vécu tous ensemble avec nous, comment est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a milité fortement pour que nous puissions avoir aussi cette quiétude aujourd'hui et que nous puissions être libérés de la méchanceté de Mobutu, bien que son fils n'a pas pérennisé cette lutte. En tout cas, nous sommes en train d'attendre avec impatience parce qu'il y a aussi certains kabilistes quand même, mouséistes plutôt, qui sont animés par la volonté quand même de nous aider à mieux aussi nous acheminer dans ces contextes. Merci Brunel. Nous pensons quand même que la suite va être favorable parce que nous avons un nouveau régime aujourd'hui qui est en train de prôner quand même un état de droit. Merci madame, monsieur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines Grand Angle qui a eu à tabler dans sa rubrique décisive décryptage. 3 sujets. D'abord, la motion de destitution qui est en gestation à la Chambre basse du Parlement visant bien sûr Jean-Marc Kabound, mais aussi nous avons évalué en quelques secondes les 23 ans après la lutte bien sûr de l'AFDL. Et enfin, nous avons parlé du procès Vital Kamerhe. L'honneur était pour nous bien sûr de vous présenter ces magazines. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine.